Je m'appelle Georges-David Benayoun, je suis avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité et notamment dans l'expatriation fiscale. Donc, nous assistons des résidents fiscaux français qui partent de France ou qui reviennent en France, quasiment vers toutes les destinations possibles, imaginables. Je crois qu'on doit gérer à peu près une quarantaine de pays différents. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, je voulais vous parler précisément donc, de Dubaï, mais on parle de la convention fiscale avec les Émirats arabes unis et du sujet de l'exit tax. Euh, alors, on va tout de suite commencer. Et voilà. Alors, ce qui est important de comprendre, lorsqu'on parle de l'exit tax, on parle à des dirigeants d'entreprise. Ça veut dire des dirigeants d'une entreprise française qui vont se positionner sur une problématique de départ de France. La pierre angulaire de l'imposition du chef d'entreprise, et c'est comme ça qu'on va arriver à l'exit tax, c'est la notion de résidence fiscale. La résidence fiscale, alors je vous ai mis un exemple ici parce qu'on a deux similarités qu'on va trouver ici concernant les Émirats arabes unis. On a une problématique similaire au regard de la France, et notamment par rapport à la convention d'un pays très différent, mais qui est aujourd'hui lié, c'est notamment Israël. Et pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que la problématique du dirigeant d'entreprise, c'est celui qui va avoir une activité à Dubaï, mais qui va conserver des titres d'une société française. Et vous allez voir qu'on est dans une spécificité avec les Émirats arabes unis, avec l'article 19.2, qui nous pose une problématique très compliquée. Donc, c'est quoi la base de la résidence fiscale? C'est le droit interne, l'article 4b du Code général des impôts, qui définit le fait qu'on puisse imposer une personne en France. Donc, on va regarder son foyer d'imposition, son lieu de séjour et puis son activité professionnelle, ce qu'on va appeler le centre des intérêts économiques. Donc là, c'est la base en droit français. Et puis lorsqu'on passe dans le cadre d'une convention fiscale comme celle que l'on a entre la France et les Émirats arabes unis, on va rentrer sur des critères qui sont quasiment similaires, mais qui sont censés avoir dans la hiérarchie des normes, un pouvoir supérieur au droit interne. Et donc, on va aller regarder dans le cadre d'une convention, dans les deux pays, est-ce qu'on dispose d'un foyer d'habitation? Alors, on va imaginer que vous avez encore un foyer d'habitation en France, et puis vous en avez déjà un aux Émirats arabes unis, donc on va passer au deuxième critère, qui est celui du centre des intérêts économiques, puis après le séjour, et en dernier la nationalité. Alors, en réalité, on ne regarde jamais la notion de nationalité, ce n'est pas le plus important. Donc, quand vous faites cette lecture, c'est une lecture plutôt classique des relations internationales en matière de fiscalité. Vous dites, simplement, quand je pars, je vais devenir résident fiscal dubaïote. Le souci, c'est qu'à Dubaï, on a tellement peu d'impositions et que c'est un paradis fiscal, c'est qu'on a une clause très particulière, la 19.2, qui implique que lorsqu'on part à Dubaï, mais qu'on remplit les conditions de l'article 4b du Code général des impôts, on va se retrouver comme restant imposable en France. Alors, je voulais simplifier parce que quand vous faites la lecture de la 19.2, vous n'avez pas obligatoirement la même lecture que moi, mais ça, c'est un élément extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il suffit de remplir une des trois conditions pour pouvoir être imposable en France. Et donc, vous voyez qu'on ne va plus être sur des critères successifs, comme dans la Convention, mais des critères alternatifs. Et donc, lorsque nous, on va regarder le chef d'entreprise, parce que une personne qui part toute seule ou qui n'est pas chef d'entreprise, qui a encore du revenu foncier en France, par exemple, ça ne pose pas de problème. Un dirigeant d'entreprise, lui, il va rentrer facilement dans un des trois critères et notamment dans celui du centre des intérêts économiques. Donc, il y a une vraie réflexion qui va se poser, qui va être de dire, OK, je vais faire une déclaration d'exit tax et je vais donc vous détailler ce sujet-là,
Mais derrière, je suis un chef d'entreprise. Comment je peux remplir le critère de l'imposition à Dubaï et aux Émirats arabes unis tout en évitant cette requalification et en conservant les titres de ma société française. Donc, c'est toute l'analyse que l'on est amené à faire qui est plutôt compliquée sur Dubaï, parce qu'on va être amené à vous demander quels vont être vos revenus futurs, comment vous pensez fonctionner. Alors, dans les 3 critères, si on les reprend, hein, foyer d'habitation, lieu de séjour en France, honnêtement, c'est les critères les plus faciles à remplir. Le vrai sujet, c'est le centre des intérêts économiques, c'est-à-dire où se situent vos revenus. Donc, nous, on a 2 lignes jaunes à ne pas franchir, c'est-à-dire que c'est extrêmement rare qu'on accepte chaque cas est particulier, hein, mais qu'on accepte qu'une personne qui parte à Dubaï conserve la direction de son entreprise. C'est très, très peu probable. Et deuxième élément, c'est que lorsqu'une personne va aller à Dubaï, on va faire une analyse entre ses revenus de source française et ses revenus de source dubaïote. Et ces revenus de source dubaïote doivent être obligatoirement supérieurs à ses revenus de source française. Et donc, pour le chef d'entreprise, c'est quand même l'élément le plus important. Donc, ce qui va nous amener dans un deuxième temps à lui dire, bah, OK, vous allez remplir les critères de la résidence fiscale pour être résident fiscal à Dubaï, et donc, quid de la détention de vos titres? Et là, on arrive sur la notion d'exit tax. Alors, c'est une notion, vous allez voir, un peu particulière. L'objectif de l'exit tax, c'est quoi? C'est tout simplement d'éviter qu'un dirigeant d'entreprise parte à l'étranger, réalise une plus-value sur des titres français et qui ne soit pas imposable en France. Donc, on va, dans un certain cadre, prévoir une imposition sur les plus-values latentes. Plus-value latente, c'est la différence entre le prix de souscription d'actions et la valeur des titres au moment où vous partez. Et donc, on va vous dire, on va bloquer cette plus-value latente, on va vous la faire payer immédiatement ou plus tard. Alors, c'est généralement plus tard parce que personne ne paye, ou du moins, tout le monde évite de payer. Alors, le champ d'application, il va falloir être résident fiscal au moins 6 années au cours des 10 dernières années précédant le départ de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut être un résident fiscal depuis un certain temps pour pouvoir rentrer dans ce mécanisme-là. Quelqu'un qui était résident fiscal au UK, aux États-Unis, qui vient 3 ans en France et qui repart, lui, on ne va pas lui demander de rentrer dans ce concept d'exit tax. Donc, on va dire basiquement, il faut être résident fiscal une durée quand même relativement importante au cours des 10 dernières années. Et puis, ça va s'appliquer, et là on rentre dans la première difficulté, lorsque vous allez détenir au moins 50% des bénéfices sociaux d'une société. Alors vous voyez, on ne vous parle pas des titres d'une société, on ne vous parle pas de détention, on parle des bénéfices sociaux, ce qui est beaucoup plus large. Bon, relativement facile à comprendre. Et puis on a un autre cas, si la valeur globale de vos titres sociaux excède 800 000 euros. Par exemple, vous avez, de par votre travail, vous avez eu des stock options et qui ont été transformés en actions et vous avez pour plus de 800 000 euros. Donc, les titres concernés, c'est quoi? C'est les droits sociaux, valeurs, titres du 150 OA du Code général des impôts, c'est-à-dire c'est des titres de SARL, de sociétés civiles immobilières ou non, de SAS, de SA, et puis les créances qui se trouvent dans le cadre d'un complément de prix, notamment lorsque vous êtes amené à payer. Et puis le dernier cas, c'est le report d'imposition. C'est-à-dire que vous avez des plus-values dans le cadre d'un report d'imposition. Par exemple, vous avez créé une holding par rapport de titre et vous allez vous trouver donc dans un système de report d'imposition
le report d'imposition va être repris dans le cadre de l'exit tax. Donc, on est sur quoi? On est sur des titres de sociétés françaises ou étrangères, passibles ou non de l'impôt société, d'un impôt équivalent, et c'est un cadre relativement large. Alors, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si les sociétés civiles immobilières pouvaient être soumises à ce régime. À partir du moment où elles sont soumises à l'impôt société, elles rentrent dans le critère de l'imposition et donc du fait qu'on ait à remplir ce mécanisme-là. Donc, très important, avoir une vision très large. Alors attention, en fiscalité, on a pas mal de régimes où on va faire une analyse concernant le pourcentage, notamment au regard des membres de la famille. On va dire entre ascendants, descendants. Là, on est vraiment dans le cadre du foyer fiscal. Donc, si vous partez, vous avez 45% d'une société et que votre frère ou votre parent en a 15, on va considérer uniquement vos 45% parce que vous serez uniquement avec votre épouse, vos enfants, dans le cadre du foyer fiscal. Donc, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut bien regarder. Élément important, donc, sont vraiment exclus les titres détenus dans le cadre d'un PEA ou PEA-PME, ainsi que les titres à prépondérance immobilière qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, j'en profite puisque je vois une première question. La notion de 6 ans dont je viens de vous parler ne concerne pas la société. Elle concerne le fait que vous soyez résident fiscal, donc la personne physique, depuis moins de 6 ans. On peut avoir une société qui va rentrer dans le mécanisme de l'exit tax et qui aurait 2 ou 3 ans d'ancienneté, puisque le critère, c'est quoi? Notamment lorsqu'on a plus de 50% des bénéfices sociaux d'une société, c'est tout simplement d'avoir une plus-value latente. Si vous avez créé une société à 10 000 euros de capital et puis qu'aujourd'hui, 2 ans après, elle vaut 100 000 ou 150 000 ou plus, vous êtes en plus-value latente. Donc, vous rentrerez dans ce mécanisme-là. Donc, le régime applicable à l'exit tax, c'est vraiment un champ d'application bien déterminé, toujours les 50% ou les 800 000 euros, et des titres principalement à l'IS de structures françaises ou étrangères. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre vos titres et vos plus-values latentes, puis on va calculer l'imposition au jour du départ de France. Alors, on va voir qu'on va le calculer à différents moments, hein. Mais on va calculer, alors je reprends un peu mon exemple de tout à l'heure, on va dire que vous avez des titres pour une valeur de 10 au départ, puis vous avez une plus-value latente qui donne une valeur de 110 au moment où vous souhaitez quitter la France. Donc, vous avez une plus-value de 100. On va aller calculer votre imposition. Alors, on va calculer votre imposition soit en fonction de la durée de détention, vous savez que vous pouvez appliquer la flat tax, ou en fonction de la durée de détention. En pratique, la flat tax est souvent le régime le plus intéressant. Puis on va se dire, très simplement, je dois payer 30 d'impôts ou 34. Alors pourquoi les 34? C'est parce que lorsqu'on fait le calcul, on doit considérer la totalité de vos revenus. Et comme un résident fiscal français, vous pourriez être redevable de la contribution sur les hauts revenus. Et donc, ce 34, on va demander un sursis de paiement. Alors, on a une typologie très particulière qui va vous montrer que Dubaï et les Émirats arabes unis sont traités de manière très différente. C'est que les pays de l'Union et puis les pays qui ont signé avec la France une convention en matière d'assistance contre la fraude fiscale et en matière de recouvrement vont bénéficier d'un régime un peu particulier. Le sursis est automatique. Ça veut dire que ces gens-là, alors je prends le cas par exemple des pays d'Europe ou des États-Unis, lorsque vous partez, vous ne commencez à faire votre exit tax que dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année de départ de France. Il se trouve
que les Émirats arabes unis, comme Israël dont je vous parlais tout à l'heure, sont deux destinations qui n'ont pas signé les accords en matière d'assistance, en matière de recouvrement et de fraude et d'évasion fiscale. Donc, on doit déposer un dossier 90 jours avant de partir. Donc, typiquement, lorsque l'on vient me voir et qu'on me dit « je quitte la France et je m'en vais dans 30 jours », je dis « ben non, vous ne pouvez pas ». Parce que si vous partez aux Émirats arabes unis et que vous partez dans 30 jours, ça veut dire que vous ne pourrez pas déposer de déclaration d'exit tax. Et la conséquence, comme vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas demander le sursis de paiement, c'est que vous allez vous retrouver avec une imposition automatique. C'est-à-dire que, on reprend notre exemple tout à l'heure, 110 versus prix de souscription 10, ça fait 100, ça donne un impôt de 30, on va vous demander de payer 30 immédiatement. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas mettre de côté la problématique de l'exit tax en disant ils ne vont pas me trouver ou peu importe. L'administration trouve plutôt bien et c'est plutôt même facile aujourd'hui pour elle d'avoir les informations. Donc, vraiment, ne pensez pas que vous allez pouvoir contourner la problématique de l'exit tax facilement l'administration fiscale. Alors, pas un mois ou 2 mois après votre départ de France. C'est notamment lorsqu'ils vont être amenés à gérer, généralement, la deuxième déclaration qui suit le départ de France, ils vont être amenés à vérifier quels sont les titres que vous détenez. Et aujourd'hui, dans le cas notamment des déclarations de bénéficiaires effectifs, c'est plutôt simple à trouver l'information. Donc, vous partez à Dubaï, il faut faire un dossier préalablement. Donc, ce dossier, nous, on assiste nos clients, on va aller calculer la plus-value en sursis d'imposition, puis on va écrire à la cellule exit tax du centre des non-résidents, leur expliquant que telle personne doit partir dans 3 mois, 3 mois et demi ou plus, et qu'on dépose une déclaration d'exit tax. Et on va leur proposer des garanties. Parce que contrairement aux pays européens ou aux pays qui ont signé des conventions avec la France, où là, le paiement est automatique et on n'a pas besoin de donner de garantie, dans le cadre des Émirats arabes unis, on a besoin de donner des garanties. Alors, c'est quoi une garantie ? Ça peut être une caution bancaire, mais vous voyez bien que c'est totalement inutile parce qu'on parle de plus-value latente. Le plus simple aujourd'hui pour nous, pour constituer une garantie, c'est tout simplement le nantissement. Le nantissement sur des parts de société. Alors, quand c'est possible, généralement, c'est possible. Et la garantie, par simplification, elle n'est pas égale à la plus-value dont je vous ai parlé au-dessus et qu'on avait calculé. On ne tient pas compte de la contribution sur le revenu, on prend 30% de la plus-value brute. Donc, qu'on soit, on va toujours aller chercher les 30%, l'équivalent de la flat tax. L'avantage du nantissement, c'est que ça ne coûte rien, si ce n'est quelques frais. Et puis, ça ne vous bloque pas. Alors, ça vous bloque évidemment si vous souhaitez céder les titres, mais ça ne vous bloque pas sur des distributions de dividendes. Et on va le voir que sur cette dernière partie, c'est assez important, ce sujet de distribution de dividendes. Alors, un rappel préalable, quelle est la durée de l'exit tax ? On a, en France, on aime bien le millefeuille fiscal, et c'est ce qu'on retrouve en matière d'exit tax, puisque à une époque, maintenant ça se termine, on avait l'exit tax version Nicolas Sarkozy, donc 9 ans. On avait l'exit tax version Hollande, 15 ans. Et puis Macron qui nous a expliqué pendant longtemps qu'il allait simplifier. Il a simplifié, mais il n'a pas mis fin ou adapté les 2 mécanismes précédents. Donc lui, c'est 2 ans ou 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a des clients qui sont partis sous l'égide de l'exit tax Macron, dont l'exit tax est terminé, alors que ceux qui sont partis sous la période Hollande en ont encore pour un sacré bout de temps, puisqu'ils sont sur 15 ans. C'est une aberration du système. Alors,
il faut faire deux distinctions parce que souvent nos clients nous disent, bon, j'ai un exit tax 2 ans, après je suis tranquille. Ben non, vous n'allez pas être tranquille parce que d'abord, dans le système Macron, on va vous expliquer que on va regarder la valorisation de vos titres. Si la valorisation globale de vos titres est inférieure à 2 570 000 euros, vous aurez un exit tax inférieur d'une durée de 2 ans. Si la valorisation est supérieure à 2 570 000, l'exit tax sera d'une durée de 5 ans. Et là, je vous parle que de l'impôt sur le revenu. Pour les contributions sociales, ben, ce qui va primer, c'est la durée de possession des titres. Ça veut dire quoi en pratique? Je reprends mon exemple où volontairement j'étais sur une plus-value latente de 100, c'est que j'avais 30 à garantir et 30 en sursis de paiement. Au bout de 2 ans ou 5 ans, je vais avoir une part de 12,8 qui va être annulée suite à un dépôt de déclaration qu'on va être amené à faire. Mais les 17,2, en réalité, vont rester. Et pas 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils vont rester le temps que vous déteniez les titres. Donc, souvent, on nous dit, mais je ne comprends pas pourquoi on m'a parlé de 2 ans ou 5 ans, parce qu'on vous a parlé de l'impôt sur le revenu. Et dans la fameuse flat tax, on parle d'impôt sur le revenu et de contribution sociale. Attention, chaque année, lorsque vous allez déposer votre déclaration d'impôt, puis à côté, parce qu'on a un suivi totalement indépendant, vous avez l'obligation de déposer des déclarations concernant l'exit tax. Alors, dans la déclaration d'impôt sur le revenu, ce sera plutôt pour dire si vous avez cédé des titres et donc calculé la plus-value et la payer immédiatement, soit vous n'avez pas cédé de titres et c'est tout simplement une déclaration de suivi. Élément important, vous devez obligatoirement avoir un représentant fiscal en France qui est très souvent un avocat fiscaliste, faut être clair parce que c'est du sujet technique. On a rarement des experts comptables dans ces sujets-là et pendant la durée de détention, c'est lui qui va être l'interlocuteur obligatoire de l'administration fiscale. Vous ne pouvez pas être à Dubaï, avoir de l'exit tax et ne pas donner une adresse de représentant fiscal en France. Ça veut dire que vous ne remplissez pas les conditions de l'exit tax. Alors, on a terminé sur cette présentation de l'exit tax, mais je voulais, moi, terminer sur un élément important qui est de dire, mais qu'est-ce qui va se passer en réalité à la fin? L'exit tax, soit vous êtes amené à céder vos titres. On a vu qu'au moment du départ de France, vous avez une plus-value latente de 100. Soit vous allez vendre les titres 150. Dans ce cas-là, votre imposition sera limitée à l'exit tax à hauteur de 100. C'est-à-dire que même si vous vendez 150, vos contributions sociales seront calculées sur la valeur de 100. Et puis, vous ne vendez pas 150, vous vendez 50. Eh bien, on va aller se caler sur la vraie valeur de cession pour vous demander l'imposition. Ça signifie que la déclaration d'exit tax et la valorisation qu'on donne est extrêmement importante parce que ça va constituer un plafond, mais pas un plancher d'imposition. Dernier élément, puisque c'est le cas de Dubaï, c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux dossiers conflictuels avec Dubaï, parce qu'un des moyens de contourner l'exit tax, c'est de faire de la distribution de dividendes. Alors, je reprends mon exemple, juste pour vous situer la problématique, et après je vous l'explique. Nous avons quoi? On a eu notre plus-value latente à 100. Si vous distribuez du dividende et que votre plus-value latente, elle tombe à 5 ou à 10, vous avez évité de payer l'exit tax. Et c'est d'autant plus important dans une destination comme les Émirats arabes unis et donc Dubaï, que lorsque vous faites des distributions de dividendes de France vers les Émirats, il n'y a pas de retenue à la source. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous allez contourner l'exit tax
de 30 ou 34% par une imposition à zéro. Alors, ces techniques-là, on parle vraiment d'optimisation, mais ce que je souhaite que vous reteniez, parce que c'est une vraie problématique, les taxes, nous, on se retrouve avec des personnes qui nous disent, mais je suis parti il y a 1 an ou 2 ans sur telle destination, et notamment aux Émirats, et comment je fais? Alors, il nous arrive d'aller, nous, négocier avec le département d'Exit Tax pour essayer de comprendre et de leur expliquer que la situation est un peu particulière et que le client n'a pas voulu frauder et on souhaite juste rattraper une situation. Et souvent, on tombe d'accord avec eux. Donc, ne faites pas la politique de l'autruche si vous êtes déjà parti, parce que ce sera, si l'administration fiscale se rend compte que vous n'avez pas été dans le mécanisme de l'exit tax, elle vous demandera le paiement immédiat de votre plus-value. Donc voilà pour les éléments. J'ai vu un certain nombre de questions, donc je vais y répondre. Et puis, alors, je remonte. On a parlé. Alors, si on détient des parts de SCI locatives, quelle valeur de la société pour la base des 30%? Alors, crédit en cours. Alors, il y a des règles pour évaluer des parts de société civile immobilière. On prend l'actif, on prend le passif et surtout on revalorise l'actif. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, est-ce que ce sont des parts de SCI classiques et que vous allez pouvoir rajouter des abattements en fonction de la non-liquidité des titres? Attention, autant on peut mettre beaucoup d'abattements sur des sociétés d'exploitation, sur des sociétés SCI locatives, la jurisprudence est quand même très réservée. Donc, il faut avancer avec des pincettes. Dans une société d'exploitation, on arrive souvent à aller chercher des abattements à hauteur de 50%. Dans une SCI locative, plus de 20%, vous pouvez être amené à prendre des risques. Et alors, je ne comprends pas bien quand vous me parlez de la base. Oui, la base de 30%, c'est pour l'exit tax. Il y a un élément important. Si dans votre SCI à l'IS, vous avez une résidence principale, ce qui serait quand même une bêtise, vous ne pouvez pas bénéficier de l'abattement de 30%. Alors, la question d'après, si quelqu'un part vivre à Dubaï et crée une entreprise dans le digital, si quelques années plus tard, il décide de revenir, pourra-t-il conserver son entreprise? Oui, bien évidemment. Alors, avec un vrai sujet qui est celui de l'intérêt économique de vos structures et de savoir quelle est la réalité économique de votre société. Parce qu'à Dubaï, on a beaucoup de sociétés, notamment ce qu'on appelle les free zones. C'est la société plutôt réservée aux investisseurs étrangers, où on a 1, 2 salariés, voire pas du tout. Si vous avez créé une société à Dubaï sans salariés et que vous revenez en France, votre société, vous pourrez toujours la conserver, mais pour moi, il y aura une imposition en France parce qu'on considérera que votre établissement principal se trouve en France. Donc, attention à ces sujets-là. Il faut toujours, et là, ce n'est pas propre à Dubaï, avoir une réalité économique. Alors, la durée de l'exit tax, on fait des déclarations annuelles. Il n'y a pas de paiement, puisque lorsqu'on dépose un dossier d'exit tax, on va demander un sursis de paiement. Et pour l'obtenir, on va donner des garanties, et notamment le nantissement que je vous donnais. Un nantissement, c'est pas quelque chose qui se renouvelle. On donne un nantissement sur des titres pour une durée. Donc, on n'a pas besoin de le renouveler tous les ans. C'est fait une bonne fois pour toutes. À quel moment le nantissement est transformé en vraie taxe? Alors, c'est pas le nantissement qui est... Le nantissement, c'est une garantie. Donc, lorsque vous allez vendre les titres, vous allez demander à l'administration de lever le nantissement et en contrepartie de payer la plus-value. Donc, l'administration, le nantissement est comme une hypothèque. L'objectif, c'est pas pour elle de vendre le bien. L'objectif, c'est de bloquer la cession et lorsque la cession est réalisée, de pouvoir percevoir les sommes. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Tu as ouvert la boîte de Pandore, Georges. Oui. On va pas tout faire, mais je regarde parce que chaque cas est vraiment très particulier.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. On parle d'un changement de domiciliation sur une même société où on reste imposé en France. Pourquoi on a besoin d'un représentant fiscal? Tout simplement parce que comme vous vous trouvez dans une situation où vous avez une problématique d'exit tax et que vous partez à l'étranger, la France se dit, s'il part, quel est mon interlocuteur? Où est-ce que j'écris? Donc, c'est d'abord une problématique pratique. Et puis, on dit quoi? On ne dit pas que vous restez imposable en France. On dit que vous devez payer de l'impôt en France sur des titres que vous aviez et par rapport à leur valeur au jour où vous allez quitter la France. C'est très différent. Parce que tout à l'heure, je vous expliquais, si vous vendez vos titres 200, dans le cadre de l'exit tax, si au moment où vous êtes parti, vous aviez une plus-value de 100, la plus-value de 100 qui est payable avec l'exit tax, elle est limitée à 100, peu importe que vous vendiez 200, 300 ou 500. Donc, le vrai sujet pour l'administration fiscale française, c'est d'aller taxer la richesse qui a été créée pendant que vous étiez résident fiscal français. Et puis, je vais vous apprendre quelque chose qui surprend souvent mes clients, mais ça, c'est l'intérêt de faire des dossiers un peu partout dans le monde. Le régime de l'exit tax en France est sûrement un des plus souples. À l'inverse, un des plus compliqués aujourd'hui, et ce n'est pas un pays dont le libéralisme peut être mis en cause, c'est quand même celui des États-Unis. C'est-à-dire que l'exit tax au niveau des États-Unis, c'est souvent un carnage fiscal. Nous, on n'est pas du tout sur cette problématique-là en France. Donc, la logique d'avoir un représentant fiscal, la France dit, vous n'avez pas de représentant fiscal, je considère que vous ne remplissez pas les conditions de l'exit tax, et donc je vous taxe. Parce que je ne vais pas courir derrière vous dans le monde. Nous, par exemple, on a fait récemment un transfert d'un résident fiscal français qui se trouvait en Californie et qui est parti vivre aux Émirats arabes unis. Donc, aux États-Unis, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il n'avait pas de garantie à donner puisqu'il avait le sursis automatique. En passant aux Émirats arabes unis et à Dubaï, on a dû donner une garantie sur des titres de société. Alors, après, on a une question concernant une société freelance à Dubaï et un client en France. Alors, comme ça ne correspond pas à l'exit tax, je ne vais pas y répondre parce que sinon, on va faire toute la fiscalité française. Alors, on a Michel qui pose une question un peu intéressante parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. Il dit « distribution ensuite départ ». On reviendra probablement… Alors, non, le sujet, il n'est pas ici. On ne peut pas dire distribution ensuite départ. Si vous distribuez avant de partir, vous allez avoir une imposition de flat tax de l'ordre de 30%. Si vous distribuez après être parti, vous avez 0 d'imposition. Et c'est pour ça que j'ai souhaité commencer cette présentation sur l'exit tax par la résidence fiscale. Parce qu'il faut d'abord regarder si vous remplissez bien les conditions de la résidence fiscale Dubaïote pour ne pas être mis en danger au moment d'une distribution de dividendes.